Engel. Quand j'étais petite, je voulais être... Quand j'étais petit, moi, quand j'étais petite, je voulais faire... Alors, moi, quand j'étais petite... Petit, moi, je voulais être... J'ai toujours eu envie. Petit, je voulais être... Toujours brillante, jamais filante, elle est l'une de nos plus belles étoiles. Alors non, plus besoin de présenter celle qui restera à jamais la première femme française et européenne dans l'espace. Non, plus besoin de présenter celle qui réussit à être à la fois astronaute, médecin, chercheuse, docteur en sciences, ministre à 2 reprises, conseillère à l'Agence spatiale européenne, sans oublier son rôle de marraine qu'elle exerce assidûment pour plusieurs organismes, dont la Cité de l'espace, pour ne citer qu'elle. Mais qui connaît les premiers pas sur Terre de cet extraterrestre qui ne l'est pas ? Oui, qui connaît la trajectoire lunaire de cet enfant solaire, à moins que ce ne soit le contraire. Eh bien vous, j'espère, après avoir écouté cet entretien avec Claudie Aigneret. Bonjour Claudie. Bonjour. Et surtout merci d'avoir accepté d'être une nouvelle enfant d'Allons Enfants. C'est un plaisir d'être avec vous. Bonjour. Allons Enfants, que vous évoquent ces 2 mots ? Alors l'enfance, c'est une période qui pour moi était une période heureuse, privilégiée. Je crois que ça m'a donné beaucoup de force pour justement me lancer dans l'aventure, dans les aventures de mes différentes vies, je dirais. Donc allons, c'est ça. C'est aller devant, se lancer, franchir le pas, parfois un petit peu difficile, mais entouré, ça va mieux, c'est plus facile. Alors on va commencer, si vous le voulez bien, par le commencement. Vous êtes né le 13 mai 1957 au Creusot. C'était un lundi. Que pouvez-vous nous raconter d'autre sur le jour de votre naissance ? Je vais vous raconter peut-être sur l'année de ma naissance. C'est une année particulière dans la mesure où c'est la signature du traité de Rome, donc début de construction d'une Europe. Donc l'étoile européenne était sur mon berceau. Et 1957, le 4 octobre, c'est le lancement du Spoutnik, le premier satellite dans l'espace. Donc voilà, 57. Pour le 13 mai, je sais pas dire, mais 57, c'est l'Europe et l'espace. Alors, votre identité de naissance, c'est Claudie André. Est-ce que vous savez pourquoi vos parents ont choisi ce prénom ? Je crois me souvenir que c'est une histoire d'amitié avec une autre enfant plus âgée que moi, sans doute, mais qui s'appelait Claudie. Et donc, mes parents étaient proches des parents de l'autre Claudie. Et voilà, ça a donné Claudie pour moi. Alors, on va replanter un peu le décor. Vous avez évoqué certains aspects sur lesquels on va revenir, mais ce ne sont pas les seuls. Vous êtes donc né le 13 mai 1957, soit 4 jours après le discours de Martin Luther King à Washington, qui, devant plus de 25 000 manifestants, demandait alors le respect des droits en faveur de la population nord-américaine. Cette année-là, vous l'avez évoqué, a lieu le traité de Rome, où la naissance annoncée de la fameuse CE, la Communauté économique européenne. Cette année-là, Albert Camus obtient le prix Nobel de littérature. Côté cinéma, Le Pont de la Rivière Kwai et Sissi l'impératrice triomphent au box-office, tandis que la comédie musicale West Side Story déboule sur Broadway. Côté sport, Sifan Duchio remporte son 5e et dernier titre de champion du monde de Formule 1. Jacques Anquetil s'offre, lui, son premier Tour de France, alors que la Russe Larissa Latinina remporte haut la main les premiers championnats d'Europe féminins de gymnastique artistique à Bucarest. Enfin, vous l'avez dit, cette année-là, l'URSS lance Spoutnik 1, premier satellite artificiel mis sur orbite, avant d'y envoyer 1 mois plus tard, à bord de Spoutnik 2, la chienne Laïka, premier être vivant lancé dans l'espace. Selon vous, est-ce que l'un de ces événements a plus particulièrement marqué vos parents ? Je vais pas vraiment savoir répondre à ça. Si je vous ai parlé précédemment de Europe, traité de Rome et Spoutnik, je pense que ça m'est plus personnel. Je pense que sans doute mes parents, ce que vous avez rappelé de Martin Luther King, à cette époque-là, c'était quand même quelque chose, et qui reste toujours d'une actualité brûlante. Voilà, je suis née donc au Creusot, en Saône-et-Loire, une ville, je dirais, assez calme, empreinte aussi de toute une culture industrielle, puisque c'était la ville de l'Empire Schneider, on peut le dire comme ça, avec des parents, grands-parents qui travaillaient dans cet environnement. Donc quelque chose d'assez structurant dans la vie des grandes personnes, et je pense structurant aussi dans la vie
des plus jeunes, comme moi. Donc peut-être une société à l'époque qui était moins perturbée, challengée, interpellée par tout ce que cette information diffuse qu'on a aujourd'hui peut nous donner comme élément de crainte, de défiance. Je pense que c'était plus serein à cette époque-là. Alors on va évoquer vos parents, si vous le voulez bien. Votre papa, Emmanuel André, né en 1929, au Creusot, comme vous. Lui, d'un père ouvrier et qui deviendra ingénieur à l'usine Schneider, que vous avez évoqué. Véritable passionné de rugby et sportif dans l'âme. Quel type de papa était-il et qu'en avez-vous, selon vous, hérité ? Alors un papa sportif, ça c'est clair, et je me souviens de ces dimanches passés dans les stades de rugby, avec la semaine passée avec l'exercice de mon propre sport, qui n'était pas le rugby, mais je pense qu'on y reviendra, qui était la gymnastique. Mais voilà, le dimanche c'était stade de rugby, esprit d'équipe, quelque chose de très fort. Mon frère aussi est un rugbyman, donc le rugby a beaucoup imprégné notre jeunesse, hein. Ça c'est clair. Donc cette hygiène du sport, le collectif d'une équipe, se dépasser, c'est des choses qui étaient vraiment dans la culture de la famille. Et d'ailleurs, mon frère et ma sœur sont devenus des professeurs d'éducation physique, donc vous voyez à quel point le sport était présent dans notre vie, dans notre hygiène. Et puis, ce que mon père nous a apporté, c'est que c'était un ingénieur qui se déplaçait beaucoup pour aller mettre au point des moteurs, ou faire de la maintenance de toutes ces technologies électromécaniques importantes chez Schneider à l'époque. Et donc, il revenait de ses missions en nous racontant, nous en partageait. Et donc, on voyageait déjà un peu avec lui. Et quelque chose aussi de cette enfance qui m'a marquée, j'en parle souvent, et ça existe encore aujourd'hui. Il y avait des maisons de l'art et de la culture dans nos villes de province. Et tous les mois, il y avait une conférence de connaissance du monde. Et on allait donc tous les mois écouter, voir cette conférence de connaissance du monde. Et à l'époque, j'ai ces souvenirs de découvrir les aventures de Cousteau, Haroun Taziev, Paul-Émile Victor. Alors, on partait dans des documentaires absolument magiques et qui, moi, m'ont fasciné, ont nourri mon imaginaire d'enfant. Et ça, c'est mon père qui nous emmenait, qui nous prenait la main pour emmener voir ces documentaires. Votre maman, Simone André, née d'Espierres, bourguignonne également, puisqu'elle a vu le jour à Mont-Solémine en 1933. Côté maternel, quel est le background ? Est-ce qu'il est différent du côté de votre père et en quoi vous ressemblez aussi à votre maman ? Alors, ma mère, c'était le basket. Mais bon, chacun son sport. Effectivement, la même région. On est toute une famille très, très ancrée dans cette région bourguignonne. Une maman qui était une maman au foyer, s'occupant des enfants, tenant la maison et nous faisant travailler, très attentive à ce que nous ayons fait, nos devoirs, soyons pas en retard, ayons fait tout ce qu'il y avait à faire, qui nous faisait réciter les cours de langue. Alors c'était l'espagnol pour moi, c'était l'italien pour ma sœur et c'était l'allemand pour mon frère, matiné d'un petit peu de grec et de latin, puisque j'ai fait pas mal d'expériences différentes. Donc une maman formidable pour ça, qui comprenait pas un mot de ce qu'on pouvait raconter en maths, mais qui était toujours très attentive à ce qu'on soit au point. Donc c'était important de savoir qu'elle était là pour nous guider. Ouais. Et ça reste très, très marqué pour moi, cette nécessité d'avoir quelqu'un de bienveillant mais d'exigeant. Alors vous l'avez évoqué, vous êtes la deuxième d'une fratrie de 3, avec Daniel, votre sœur aînée, et Pascal, votre frère cadet. Quel genre d'enfant êtes-vous et comment vous vous positionnez finalement au cœur de cette fratrie ? 3 enfants qui étaient très différents, mais qui s'entendaient bien dans un petit monde où on était quand même proche de la nature, qui était juste derrière la maison. Donc avec la maison au-dessus, des voisins, des copains avec qui on faisait un peu un club du jeudi après-midi, c'était pas le mercredi à l'époque, et voilà, où on construisait des choses, où on inventait des jeux de piste, où on partait cueillir les mûres dans la campagne alentour. Donc beaucoup de choses qu'on partageait au sein de la fratrie, puis avec ses petits copains, copines,
camarades qui étaient autour de nous. Donc voilà, quand je dis enfance heureuse, ça se repose aussi sur ça, des moments partagés, même si on avait par ailleurs des façons de vivre sa vie scolaire ou de vivre sa vie amicale. Bon, j'ai 2 ans d'écart avec ma sœur. C'est vrai que ma sœur était plus ouverte peut-être à ce que vous avez évoqué tout à l'heure avec West Side Story. Ou, voilà. Alors que j'étais plutôt version latine du samedi après-midi. Mais à part ça, on se retrouvait voilà, sur des moments de camaraderie tous ensemble. Alors, qui dit enfance dit école. Il existe aujourd'hui plusieurs établissements scolaires portant votre nom, à Sainte-Catherine dans le Nord, à Rouillac en Charente, à Rochefort-du-Gard dans le Vaucluse, et encore bien d'autres aux 4 coins de la France, dont un au lycée technique à Blanzy, situé à une quinzaine de kilomètres du Creusot, votre ville natale. Le nouveau directeur du lycée, monsieur Dessouter, raconte comment, en 2016, ce choix a été effectué. Donc il y a eu plusieurs propositions pour renommer le lycée. Ce nouveau lycée, donc ils avaient pensé à monsieur et madame Badinter, donc madame Badinter, monsieur Badinter qu'on a revu ces dernières semaines suite à l'abolition des 40 ans de la peine de mort. Gisèle Halimi aussi, c'était une possibilité. Il y a eu un vote en interne des élèves et des personnels, et donc le choix de Claudie Agnuret a été arrêté. En plus, madame Agnuret est née au Creusot en 1957, et il avait été considéré qu'elle était un exemple pour notre territoire, le Creusot-Monceau. Et donc, à titre personnel, je trouve que ce choix était très, très judicieux et pertinent. C'est un clin d'œil. Alors, j'imagine une certaine joie à l'idée d'être, voilà, que le nom de beaucoup d'établissements scolaires porte justement le vôtre, mais celui-ci aussi dans la proximité, c'est forcément quelque chose de touchant, non ? Oui, bien sûr, c'est touchant, même si je suis pas assez souvent de retour dans ma Bourgogne, Saône-et-Loire natale, mais j'y ai passé de longues années de ma vie. C'est ça sans doute qui m'a donné cette confiance et cette envie de me projeter plus loin. Alors c'est vrai que Blanzy, mon grand-père a une première vie de mineur, il était dans la fanfare des mineurs de Blanzy, les mines, Monceau-les-Mines, tout ça. C'est quand même quelque chose qui est très, très ancré dans notre culture, même si ça a beaucoup bougé depuis quelques années. Donc oui, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Après que mon nom soit donné à des écoles, c'est vrai que c'est beaucoup d'honneur et je leur suis très reconnaissant de me le proposer. Je réponds le plus souvent possible, positivement. Je veux pas non plus m'engager trop et être présente partout parce que un engagement, c'est quand même quelque chose qui doit avoir une suite aussi, où on doit pouvoir être là à certains moments. Alors ça m'arrive d'être là à l'inauguration de l'école ou quelques années plus tard. Et c'est vrai que voilà, mon nom représente d'abord les femmes dans leur capacité à exercer des métiers, à porter la voix. Et je pense que c'est important de reconnaître cette diversité des profils. Et puis cet aspect associé à la science, l'ingénierie, l'aventure scientifique et technique. Et je pense qu'on a besoin, quand on parle aux enfants, de pouvoir les accompagner vers un demain différent de ce qu'on sait déjà faire. Donc se lancer dans une aventure de l'avenir. Et peut-être que mon nom est un petit peu associé à ça. On y reviendra évidemment un petit peu plus tard. L'école, c'est un lieu où vous allez vous distinguer assez rapidement. Une de vos institutrices à l'école du Sud, au Creusot, va même dire à votre maman « Votre fille n'est pas normale, elle sait tout ». Alors oui, j'ai plutôt eu des facilités à l'école. On m'a toujours raconté que j'avais appris à lire sans qu'on m'apprenne à lire, en lisant par-dessus l'épaule de ma sœur, qui avait donc 2 ans de plus que moi. C'est vrai que j'ai eu mon baccalauréat avec 2 années d'avance par rapport au cursus normal. Mais voilà, je travaillais beaucoup. Je suis pas une petite fille génie précoce où tout arrive sans que rien n'ait été rentré dans l'esprit. J'ai beaucoup travaillé. J'ai été plutôt bûcheuse, comme doivent pouvoir le dire certains enfants aujourd'hui, tout en étant sportive, tout en étant en aimant la nature et profitant de ces moments-là. Mais j'ai toujours beaucoup travaillé, ça a marché. En plus, ce qui était
intéressant dans notre petite ville du Creusot, c'est que presque depuis l'école primaire, en tout cas le collège et le lycée, on a été la même classe du début à la fin. Donc avec 20 copains, copines, camarades qui étaient les mêmes et on s'est suivis de la 6e à la terminale. Donc là aussi, ça vous permet de... vous avez rien à cacher, vous avez rien à prouver. On n'était pas dans la compétition. Alors, pour autant, vous allez quand même rapidement sauter 2 classes, une année de maternelle, puis le CE2. Vous vous retrouvez du coup dans la même classe que votre sœur aînée. Cette grande précocité, vous la vivez comment ? En tout cas, je l'ai pas vécu comme un handicap. Je l'ai pas vu, je crois. Voilà, parce que l'entourage était le même, comme je dis précédemment, sur plusieurs années. Donc voilà, on était entre camarades et on avançait ensemble. Alors bon, il y en avait qui étaient un peu plus âgés, d'autres qui étaient un peu plus jeunes. Voilà. D'être dans la même classe que ma sœur, je crois que mes parents ont essayé d'éviter qu'on soit dans la même classe. Donc en général, on était dans deux classes adjacentes. Et puis, voilà, si moi éventuellement j'étais meilleur en maths, je pouvais aider ma sœur, mais ma sœur était meilleure en gym et elle pouvait me donner des conseils. Donc voilà, on n'était pas là non plus dans la compétition, mais dans la complémentarité, chacun menant sa vie. Et puis arrive un jour, ce fameux jour. Le plus important maintenant, et la grande crainte que l'on avait ici à Houston, c'était que l'astronaute qui sort du LEM tombe. Pour eux, le plus important, c'est de conserver leur stabilité. Apparemment, la surface est d'un grain de sable très fin, dit Armstrong. Voici le premier pas. Et je descends de l'échelle maintenant, dit Armstrong. Je tâte le sol du bout de l'orteil, dit Armstrong. Le sol est très ferme. Je ne peux pas voir l'empreinte de mon pied sur le sol. Le sol qu'il compare d'ailleurs à une poussière de charbon. Juillet 69, le premier pas de l'homme sur la Lune, un moment magique partagé par des millions d'individus, d'enfants. Et moi, j'étais enfant, j'avais 12 ans, donc ça, à cette époque-là. Et c'était effectivement de la fascination. On s'est tous arrêtés de respirer, à regarder l'écran de cette télévision en noir et blanc sur un camping de vacances. On y a passé une grande partie de la nuit. Pas simplement chacun émerveillé par ce qui se passait sur l'écran, mais tous ensemble. Je crois qu'on était vraiment une communauté d'humains complètement éberlués par ce qui était en train de se passer. Donc un moment magique qui a probablement fait passer ce qui était du domaine de l'inaccessible. Bon, cette lune à distance. Ce jour-là, cette nuit-là, quelqu'un était en train de marcher à sa surface. Donc c'était du réel, c'était retransmis. On y croyait, il n'y a pas de théorie complotiste à l'époque. Et passer du rêve à une réalité qui ce jour-là se produisait. Je pense que c'est surtout ça le déclic que cette soirée de juillet 69 a mis dans ma tête d'enfant. Parce qu'effectivement, vous l'avez déclaré, à ce moment-là, une porte s'est ouverte chez vous, une porte qui peut-être suit d'autres petites ouvertures, d'autres petites fenêtres, qui étaient peut-être liées à la lecture, qui a aussi été quelque chose de très important dans votre enfance, Jules Verne, mais bien d'autres, qui avaient déjà peut-être éveillé chez vous aussi cette curiosité. Vos idoles, les héros de votre enfance sont aussi liés justement peut-être et à la lecture et aux écrivains, aux grands explorateurs. Oui, bien sûr, je suis une grande lectrice. Alors, beaucoup d'enfants s'y retrouveront. J'avais toujours la lampe torche sous ma couette pour continuer à lire alors que c'était le couvre-feu, bien évidemment, qu'il aurait fallu éteindre depuis longtemps. Et je lisais beaucoup ces romans d'aventure, effectivement, d'explorateurs. Je lisais aussi beaucoup les contes de la mythologie. Mythologie grecque, mythologie latine, mythologie de pays exotiques ou des pays nordiques. Voilà, j'avais envie d'avoir cette composante. Il y avait l'aventure réelle qu'on racontait et tout ce qui était dans cet imaginaire un petit peu... oui, ça me passionnait beaucoup. Et d'ailleurs, si vous regardez ce qu'est ma vie après, les missions spatiales que j'ai réalisées, elle s'appelle Cassiopée, elle s'appelle Andromède. Donc tout ça, c'était des choses qui étaient dans ma tête depuis longtemps.
Donc, effectivement, lecture, la science-fiction, pas tout de suite, c'est venu peut-être plutôt après. Voilà, j'ai plongé dans Asimov, bien évidemment, mais après 69. Mais oui, les compagnons aventuriers, ils ont été là. Alors, plutôt des modèles masculins, on pose souvent la question. Hein, c'était des auteurs masculins, avec des héros masculins, mais c'était des aventuriers. On aime bien dans Allons enfants offrir un petit cadeau. Voilà, c'est 3 fois rien, mais juste si vous pouvez l'ouvrir Je peux l'ouvrir. Et nous le décrire si vous le voulez bien. Alors, merci, c'est gentil de faire des cadeaux. Bien fermé. Alors, ça y est, la découverte. Oh là là, on a une magnifique gymnaste. C'est Nadia Comaneci. Ouais, ça m'a fait rêver, ça aussi. La performance, la beauté, la perfection de ce geste. Donc effectivement, Nadia Comaneci, gymnaste roumaine qui obtient la note parfaite de 10 à l'occasion des Jeux Olympiques de Montréal en 1976, alors qu'elle n'est âgée que de 14 ans et 8 mois. Évidemment, c'est à la fois une source d'inspiration, mais aussi un profil de jeune femme qui vous ressemble sur certains aspects tout de même. En fait, voilà, vous faites remonter à mon esprit pas mal de points. C'est vrai que la gymnastique, c'était important pour moi. C'était pas facile parce que j'étais plutôt une petite fille boulotte à l'époque. Et boulotte, quand on est en gymnastique, on n'a pas toujours le corps qu'on souhaiterait avoir pour faire de la gymnastique. Donc, en plus, Nadia Comaneci, elle avait ça. C'était cette fluidité au-delà du talent et du travail remarquable qu'elle faisait. Donc, je crois que ça a été un modèle aussi pour ça. Et puis, Nadia Comaneci, elle était très jeune, et vous le dites, sportive de haut niveau, faisant un sport qui exigeait beaucoup. Et je peux tirer ce fil de ma thèse de médecine, qui était une thèse destinée à l'étude des effets d'une pratique sportive de haut niveau sur les très jeunes filles en période d'adolescence. Donc vous voyez à quel point c'était quelque chose qui m'avait structuré. Je suis aussi par la suite devenue donc médecin, rhumatologue, spécialiste en physiologie du sport, parce que ce dépassement des limites du corps dans la performance sportive était quelque chose qui comptait beaucoup pour moi. Voilà, et la gymnastique, c'est un sport individuel, c'est un sport collectif, c'est une diversité d'agrès avec lesquels on travaille. Donc, c'est vrai que ça a été très, très important pour moi. Et Nadia Comaneci, c'était la perfection. Alors, peut-être qu'effectivement, je voulais moi aussi atteindre une forme d'environnement plus parfait que celui duquel j'étais partie. Et puis, si je ne dis pas de bêtises, c'est presque votre premier rêve de projection professionnelle. Une famille, je l'ai rappelé avec le sport très très présent, entre le rugby, le basket, la gymnastique, la natation synchronisée aussi pour ma sœur. Donc effectivement, voilà, je m'étais dit, c'est ça que je veux faire, exercer comme métier, continuer à avoir cette pratique, développer ça. Donc je voulais être une professeure d'éducation physique. Et l'idée c'était de rentrer à l'INSEP, l'institut de haut niveau, puisque j'avais des bonnes performances en gymnastique, mais que voilà, j'étais trop jeune, exactement ce que je viens d'expliquer pour Nadia Comaneci, adolescente, encore dans sa constitution physiologique, donc c'était pas admis à ce moment-là de démarrer aussitôt une pratique sportive à haut niveau. Donc j'ai attendu un petit peu et je me suis lancée en médecine. Voilà. Alors, vous obtenez votre bac à 15 ans, vous l'avez dit. Et du coup, en attendant, j'aime bien l'expression, vous vous inscrivez en fac de médecine, vous obtenez votre première année à 16 ans, vous terminez major de votre promotion. Quand on sait la difficulté à être reçu la première année, vous êtes reçu et première. C'est simplement hallucinant, non ? C'est pas hallucinant, il faut de toute façon toujours avoir un premier. Pourquoi pas moi ? Non, mais je plaisante. Mais oui, j'ai beaucoup travaillé. Mais vous vous rendez compte à l'époque de ce caractère tout de même extrêmement singulier, rare. Vous êtes déjà dans une performance qui est rarissime.
Je l'ai pas ressenti comme ça. J'ai bien sûr compris que c'était, ça voulait dire que j'avais des aptitudes, que j'avais des capacités, que j'avais une forme de talent ou une bonne façon de travailler, que probablement, effectivement, ça me serait utile pour la suite de mon parcours. C'est vrai que j'étais aussi très souvent la première à l'école, dans les petites classes ou dans les différentes classes où j'ai été. Voilà, je mets ça sur le compte d'une bonne articulation de mon cerveau pour travailler correctement, d'un travail régulier et important, matinée d'exercice physique, parce que même pendant mes études de médecine, j'ai continué à faire un petit peu de gymnastique, puis du hand, puis du jazz, enfin voilà, même du handball. Donc je continuais la pratique sportive, parce que l'hygiène du corps est importante aussi pour avoir une bonne hygiène de l'esprit. Et c'était surtout la curiosité, l'appétit d'apprendre, tout m'intéressait. Donc, c'était jamais quelque chose de subi. C'était toujours quelque chose de voulu, chercher. Et c'était cet appétit de découvrir, même en biochimie, ou même en des matières qui peut-être ne peuvent pas obligatoirement séduire tout le monde. Mais ça m'intéressait. Effectivement, votre parcours va le prouver. Vous poursuivez donc votre médecine à Dijon. Vous obtenez en parallèle un grand nombre de diplômes qui vous portent même à ce fameux bac plus 19, qui vous vaudra un petit peu ce surnom par la suite. Bref, vous devenez surtout rhumatologue à l'hôpital Cochin à Paris. C'est là que vous connaîtrez un nouveau tournant dans votre vie en 1985, quand le CNES, le Centre national d'études spatiales, ouvre un appel à candidature. Et pour la première fois, la sélection était ouverte aux scientifiques et aux civils, et non uniquement aux militaires et aux pilotes de chasse, comme c'était le cas précédemment. Et là, vous vous dites, pourquoi pas moi ? Oui, 1985, j'ai eu la chance d'avoir le regard attiré par cette petite affiche qui s'appelle la candidature sur les murs de l'hôpital où je travaillais comme rhumato. Et effectivement, c'est la lecture de cet appel à candidature ouvert, vous l'avez dit, aux femmes, aux civils. On n'était plus dans les premières candidatures réservées à ces pilotes de chasse, pilotes d'essai, donc militaires. C'était beaucoup plus ouvert avec des profils de chercheurs ou de médecins ou d'ingénieurs. Et voilà, d'un seul coup, le flot de cette nuit de juillet 69, ces lectures d'aventure, cet imaginaire nourri par lecture, films, documentaires pendant toute l'adolescence, eh bien voilà, la porte du rêve, il suffisait de la pousser, en tout cas pour la première étape, qui était de candidater. Et donc, effectivement, j'ai candidaté. Alors là, vous passez les sélections qui vont durer 6 mois. Au final, vous faites partie des 7 retenus parmi plus de 1000 candidats. Vous êtes la seule femme sélectionnée. Vous allez alors connaître une longue préparation qui va durer 11 ans jusqu'à ce fameux 17 août 1996 et la mission Cassiopée à bord de la fusée Soyouz, un jour dont se souvient parfaitement Pierre-François Mouriot, présent ce jour-là sur la base de Baïkonour au Kazakhstan. Apercevoir Claudie sortie après l'habillage, monter dans le car, nous saluer. Donc ça, c'était déjà émouvant. Et puis après, être à quelques centaines de mètres, je crois qu'on était à 600 ou 700 mètres du lanceur, à comparer avec les 5 ou 8 kilomètres qu'on a en Europe ou aux États-Unis. C'était complètement fou. Quand le lanceur décolle, vous êtes surpris par la puissance que ça dégage. Et puis à bord, il y a quelqu'un que vous connaissez. Donc c'est vraiment très émouvant. Oui, ça me fait plaisir d'entendre Pierre-François Mouriot. On a partagé des moments. Alors là, j'étais à distance, c'est moi qui partais effectivement pour cette mission. Et puis ensuite, on a eu envie de partager ça avec plein de jeunes. Et en particulier, voilà, je les avais accompagnés dans ce qui s'appelait le Cosmo Club, Cosmo Pif, même à certains moments avec Albert Ducrot. Et je me souviens qu'on a partagé des merveilleux moments à essayer de transmettre cet enthousiasme, cette passion pour ce moment-là. Et donc, Cassiopée, effectivement, cette première mission, longue préparation à la Cité des Étoiles, près de Moscou, où j'ai passé presque 10 ans de ma vie, entre 1992, où je suis partie à l'entraînement, jusqu'à 2001, ma deuxième mission spatiale. Donc, s'immerger dans un environnement qui est différent de votre environnement habituel, soit familial ou votre première profession, qui était médecin pour moi, où vous vous retrouvez dans un lieu où il y a plein de rituels, d'esprits et de héros qui sont présents.
puisque les traces de Gagarine sont partout, que j'ai eu la chance de vivre juste à côté de Valentina Tereshkova ou de Alexis Leonov, qui pour moi étaient mes héros d'enfance associés à l'aventure spatiale. Et là, je cohabitais avec eux. Donc, je dis souvent que j'ai eu la chance de vivre une aventure humaine absolument extraordinaire, au-delà de l'aventure scientifique et technologique, de la préparation et de la mission spatiale. Pour moi, c'est ces 10 années de vie qui sont des années absolument magiques, au-delà des 16 jours et 10 jours, de ces 26 jours de mission spatiale. Et voilà, c'était plein d'émotions de se préparer. On emmagasine des recommandations, des compétences, des expertises. On en parle avec les autres cosmonautes qui sont sur place. Et vous vous sentez prêt. Vous avez l'impression d'avoir déjà tout bien structuré dans votre tête. Puis vous vous installez au sommet de la fusée, dans la capsule Soyouz. Et puis, c'est la mise à feu, le zажигание, qui est le ignition en russe. Et puis là, ça démarre. Et là, vous ressentez des choses que vous avez imaginées, mais que vous n'avez pas encore vécues. Donc, à la fois, là encore, de la confiance dans ce que vous allez savoir gérer, puisque vous avez été entraîné, que vous avez confiance en vous, en l'équipage, en la technique, mais aussi cet appétit de la découverte, la sensation de chacune de ces minutes qui va vous faire ressentir les facteurs de charge dans la phase dynamique, voir ces étincelles de la pyrotechnie quand les étages se séparent, l'ouverture de la coiffe et ce premier regard par le hublot où vous voyez extraire verticalement de la surface de la Terre, puis la première aurore boréale que vous allez voir par le hublot. Donc là, plein de choses qui m'ont fait dire, mais c'est encore plus beau que tous les rêves que j'avais pu imaginer. Et c'est vrai que ce sont des moments absolument magiques d'un voyage qui vous emmène jusqu'à la station spatiale. Vous allez vous amarrer. Et puis, où vous allez démarrer le programme scientifique pour lequel vous avez été formé avec toutes ces équipes d'ingénieurs, de scientifiques qui ont été autour de vous et puis qui, là, vous confient la responsabilité de la réussite de la mission. Alors, évidemment, on pourrait en parler pendant des heures, mais dans le cadre d'Allons Enfants, c'est évidemment plus la partie liée à l'enfance qui nous intéresse. Au-delà de l'hyperconcentration, de l'ensemble de tous les détails auxquels vous devez faire attention, est-ce que vous seriez capable de dire où se trouve quand même, à ce moment-là, votre âme d'enfant? L'âme d'enfant, elle est présente immédiatement. Alors, Thomas Pesquet, lui, raconte que en microgravité, il avait des super pouvoirs. Parce que voilà, le corps est léger, on se déplace, on tourne, rien ne pèse rien. Mais moi, c'était mon âme d'enfant. Je suis redevenue enfant dans la station spatiale. À me déplacer, à porter mon commandant sur le bout de mon index, à envoyer, non pas une balle, mais je ne sais plus quoi, pour traverser l'enfilade des modules. Oui, mon âme d'enfant, je l'ai retrouvée en profitant de ces moments magiques, de la découverte, de l'inattendu aussi, parce que vous pouvez pas tout prévoir. Et pour moi, l'enfance, c'est un petit peu ça. On se construit aussi en découvrant, en élargissant sa perspective. Et là, c'est une étape de plus dans une découverte de quelque chose que vous pouviez à peine imaginer. Donc oui, je suis retombée en enfance en arrivant dans la station spatiale. Alors, vous l'avez évoqué tout à l'heure, il y a évidemment ce second vol que vous effectuerez 5 ans plus tard, en octobre 2001, avec cette mission Andromède. Vous avez donc cumulé près de 26 jours dans l'espace. On a aussi envie de se pencher sur un autre sujet qu'on aime dans Allons Enfants, c'est la transmission, qui est un sujet qui vous tient à cœur aussi depuis très longtemps. Dès 1996, d'ailleurs, notamment, alors que vous êtes justement dans l'espace, vous acceptez d'être la marraine de la Cité de l'Espace, qui ouvre ses portes quelques mois plus tard à Toulouse. Alors, quel type de marraine êtes-vous? Très présente, très présente, très impliquée. Je pense à une toute dernière action qu'elle vient de faire. En fait, on a accueilli notre 7 millionième visiteur, qui s'avère être une femme, et Claudie a passé la journée avec Tessa, cette jeune femme, et lui a fait découvrir ce qui lui tenait à cœur à la Cité de l'Espace, spécifiquement peut-être la station Mir, parce qu'elle avait travaillé son scaphandre et d'autres choses en fait qui lui tenaient à cœur. Donc c'est quelqu'un qui impressionne et qui en même temps ravit en fait, parce qu'elle est pleine d'attention, elle est très empathique, elle a envie de transmettre, particulièrement très impliquée sur le fait de pousser les femmes à aller jusqu'au bout de leurs rêves. Elle le dit, il faut s'accrocher. Effectivement, il y a peu de femmes qui, pour l'instant, sont astronautes, mais pourquoi ne pas tenter l'aventure? Voilà.
Merci à Florence. Florence Héroussier à la Cité de l'Espace à Toulouse. Oui, je me souviens de ce moment magique. On vient de fêter les 25 ans de mon premier vol de cette mission Cassiopée. J'étais à Toulouse. Effectivement, Florence le rappelle pour ce 7 millionième visiteur. Et d'ailleurs, Tessa vient de m'envoyer un petit mail pour me redire à quel point, voilà, elle me souhaitait un bon anniversaire parce que là, on est au 20e anniversaire de ma seconde mission. Donc, une année importante cette année, 25e, 20e. Et c'était effectivement ce moment où Dominique Baudis, au sol, le maire de Toulouse à l'époque, on avait une vidéoconférence avec la station. Lui me voyait. Je pense que je le voyais plus. Je le voyais pas, moi. Je pense que c'était pas dans les deux sens, mais c'est pas grave, je l'entendais. Et il m'a demandé de devenir effectivement la marraine de la Cité de l'Espace à Toulouse. Ce que j'ai accepté, et c'est un endroit absolument fantastique. Je vous conseille à tous les parents d'y emmener les enfants pour découvrir avec beaucoup de rigueur, mais aussi de joie et de passion, tout ce qui est autour des sujets spatiaux. À l'époque de ces missions, en 96 ou en 2001, on n'avait pas encore cette capacité à être dans le partage en temps réel avec les équipes au sol, avec les écoles. De temps en temps, on avait des liaisons radio-amateurs, mais c'était pas très souvent. On avait très peu de communication avec le sol. Internet n'était pas utilisable à ce moment-là. Il n'y avait pas de réseaux sociaux. Nous avions des appareils photo analogiques et non pas numériques, donc il était un petit peu compliqué de communiquer comme le font aujourd'hui merveilleusement nos astronautes européens et américains, et bien évidemment Thomas Pesquet. Cet aspect de partage, de transmission, ça fait partie intégrante de notre mission d'astronaute. Nous sommes des astronautes professionnels d'agences, l'Agence spatiale européenne et l'Agence française de l'espace, avec un programme scientifique à mener, un programme technologique, un programme éducatif, parce que l'espace, ce qu'on y découvre, c'est une matière en or pour interpeller, se questionner, émerveiller, fasciné. Voilà, pour les enfants, c'est vraiment quelque chose de fantastique, que ce soit l'astronaute, bien évidemment, mais aussi la découverte des lunes de Jupiter ou des échantillons qui sont sur la planète Mars ou ce superbe satellite militaire qu'Ariane 5 vient de lancer avec succès il y a quelques jours. Donc plein de sujets absolument passionnants et des sujets qui nous permettent aussi de prendre conscience de notre planète, de sa fragilité. Nous, astronautes, on raconte ce qu'on voit par le hublot. On raconte cette planète magnifiquement belle, mais fragile, isolée, vulnérable, dans un cosmos hostile. Donc on attire l'attention sur le fait que nous sommes, nous, êtres humains, l'équipage du vaisseau Terre, et que nous devons en prendre autant soin que nous, astronautes, prenons soin de notre station. Et ça fait partie de ces messages de transmission. Donc on est un petit peu des ambassadeurs de la planète, des ambassadeurs de la science, des ambassadeurs de cette envie d'aller plus loin là où on ne connaît pas. Alors je vais pas faire Star Trek ou des héros de science-fiction, mais on a plein de choses à découvrir et ça fait partie de notre mission de le partager et de donner cet appétit-là. Alors, vous le dites. D'ailleurs, vous êtes également maman. Quel regard vous portez, vous, justement, sur cette nouvelle génération qui se trouve au carrefour de nombreux défis environnementaux, mais notamment scientifiques et spatiaux? Quel regard vous portez sur cette nouvelle génération? Alors, c'est une nouvelle génération à laquelle j'ai envie de dire, ce 20e siècle, il est plein d'opportunités. Il est plein de défis. Bien sûr aussi, et c'est là où vous le dites, c'est parfois un petit peu contradictoire, il y a parfois coexistence d'éléments un petit peu conflictuels et contraires, mais il y a plein d'opportunités. Il faut jamais baisser les bras et simplement fonctionner en regardant dans le rétroviseur. Non. Demain, aujourd'hui, parce que ces jeunes, ils construisent aujourd'hui et ils préparent demain, ils ont entre les mains des outils puissants, scientifiques, technologiques. Ils ont une exigence et une conscience qu'on n'avait peut-être pas à notre époque et qui est importante parce que dans ce monde plein d'opportunités, mais plein de défis, il faut pouvoir avancer avec plus de sagesse, je dirais. Alors, c'est pas évident de dire à quelqu'un à 18 ans, il faut déjà que tu sois sage. La sagesse, la responsabilité,
Moi, je le vois effectivement avec ma fille de 23 ans qui me parle des impacts environnementaux, de cette conscience écologique, de cette nécessité d'être responsable des pouvoirs qu'on a dans les mains, de la nécessité de s'engager aussi comme citoyen dans la démocratie et dans la vie quotidienne, d'être dans la solidarité et pas simplement dans la compétition. Voilà, donc moi je fais tout à fait confiance à cette jeunesse pour peu qu'elle exerce tous ses talents. Pas seulement ses talents intellectuels, mais ses talents de la main, ses talents du cœur. Et je pense que les parents sont là pour les accompagner, parce que c'est pas facile de suivre un chemin aussi exigeant. Donc les parents, les amis, les frères sont là pour être aussi des passeurs d'expérience. Et bon, en plus, si vraiment je peux les amener à relever les yeux au-delà de l'horizon de notre Terre et de regarder un petit peu à distance par le hublot pour voir demain, c'est ce que je m'engage à faire. Eh bien, c'est important aussi pour nous dans Agence d'enfants de s'appuyer justement sur des personnalités inspirantes comme vous pour donner envie à cette nouvelle génération, pour qu'elle puisse s'appuyer sur, sur l'exemple et l'expérience de ses aînés. Alors, en quoi êtes-vous indéniablement une personnalité inspirante ? J'aime bien la réponse de Pierre-François. Le fait que ça soit la première femme française sélectionnée et qui vole, qu'elle soit la première européenne lors de son deuxième vol à monter à bord de la station européenne. Donc déjà, c'est un personnage qui compte dans l'histoire de la conquête spatiale, en particulier en France. Et puis, c'est quelqu'un qui ne s'est pas cantonné à être une super astronaute pleine de diplômes et avec un beau CV qui a fait des premières historiques. Elle a aussi toujours été à la disposition des services communication et jeunesse pour rencontrer les jeunes, pour expliquer son métier, pour partager. C'est ça où elle est doublement inspirante, c'est que c'est à la fois un personnage incontournable du spatial et en même temps quelqu'un qui s'est mis à niveau des jeunes, qui a pris du temps pour partager son expérience, qui continue à le faire avec beaucoup de simplicité. Et ça, pour ça, c'est la marque des grands, quoi. Rester accessible et simple et partager avec les jeunes, c'est vraiment remarquable à tous les niveaux. Merci à Pierre-François. Je crois qu'on partage cette façon de faire tous les deux. Et alors, pour les très jeunes, moi j'adore parler aux très jeunes parce qu'ils ont encore plein de curiosités, des questionnements très très pertinents. Je me souviens d'un petit garçon dans une conférence qui me dit « Mais vous, madame, qui êtes allée dans l'espace, est-ce qu'il y a un bout à l'univers ?» Waouh, quand on vous pose des questions comme ça vous remue un petit peu. Et puis après, les enfants parfois ont tendance à perdre cette curiosité qui est celle de leur tendre enfance, en particulier les jeunes filles, parfois qui rentrent dans des schémas qui sont imposés de l'extérieur. Donc je pense que c'est important aussi d'aller parler à ces jeunes qui entrent dans l'adolescence et dans la transformation de leur personnalité pour les accompagner sur quelque chose où ils auront l'ambition de réussir, de vaincre leurs limites internes, je dirais, leurs frontières internes, et puis se battre aussi contre ces limites qu'on met de l'extérieur et qui sont des contraintes qu'on peut bousculer aujourd'hui, parce que toutes les portes sont ouvertes ou entrouvertes. Et puis après, les plus grands, effectivement, les écoles d'ingénieurs, ou dans les universités, pour redonner cet attrait vers des métiers scientifiques ou d'ingénierie. Et ça, je le dis plus particulièrement pour les jeunes femmes aujourd'hui, parce que science et technologie, ce sont des outils d'avenir où on a besoin de tous les talents pour affronter les défis. Et les talents, il y a 50% des talents qui sont des hommes, 50% qui sont des femmes. Et aujourd'hui, on n'est pas à 50-50. On n'est pas dans une diversité qui est suffisamment équilibrée dans ces métiers de la technique, du numérique, de l'ingénierie et même des sciences dures. Donc, effectivement, je me mobilise aussi pour être un petit peu, éventuellement, non pas un modèle, mais un élément d'inspiration. Si je peux inspirer et déclencher un petit peu plus de confiance et d'envie de faire le premier pas vers son propre destin, je suis là pour ça. Un petit mot rapide sur Artemis, ce programme de la NASA qui a pour objectif de renvoyer des hommes et des femmes sur la Lune. Ça devrait être peut-être prochainement, 2024, avec cette Américaine, Christina Koch, qui fait figure de sérieuse prétendante, candidate pour devenir peut-être la première femme à marcher sur la Lune. C'est plus qu'un symbole, c'est important, non ? Bien sûr que c'est important. Bon, Artemis, vous avez tous repéré que c'était la déesse sœur jumelle d'Apollo. Donc voilà, ça indique bien la volonté politique et la détermination qu'il y ait effectivement une femme sur la Lune. Il y a eu 12
êtres humains qui étaient des hommes qui ont marché sur la Lune entre 69 et 72. Donc, bien évidemment, on attend une femme pour faire partie de l'équipe. Et dans l'équipe de préparation des astronautes Artemis pour les différentes missions, c'est un groupe de 18 astronautes. Il y a 9 hommes, 9 femmes. Donc là, on est effectivement dans une diversité tout à fait équilibrée, alors que sur les 570 astronautes aujourd'hui, il y a, je crois, 65 femmes. Donc on est plutôt autour de 10, 11, 12%. L'Agence spatiale européenne est en train de mener une sélection aujourd'hui d'astronautes pour la génération qui va suivre, Thomas Pesquet, Mathias Maurer qui va voler bientôt, Samantha Cristoforetti, astronaute active aujourd'hui, italienne, qui va voler en début d'année prochaine et qui sera commandante de la Station spatiale internationale. Eh bien, la nouvelle promotion, il y a eu 24% de candidatures. Parce que la première étape, quand vous voulez devenir quelque chose, c'est déjà de candidater à l'appel qui a été lancé. Donc, 24% de femmes qui ont candidaté, c'est beaucoup mieux que les 10% que j'ai connus précédemment. Et donc, j'espère qu'on aura d'autres jeunes femmes astronautes européennes. Pourquoi pas de nationalité française? J'en serais très, très heureuse d'avoir effectivement des jeunes femmes dans ces métiers. Et voilà, la Lune, oui, c'est à la fois symbolique, c'est une nouvelle étape d'expansion de l'humanité. Ça fait 20 ans qu'on est dans la Station spatiale internationale en orbite basse. L'idée aujourd'hui, c'est d'aller sur la surface de la Lune, autour de la Lune, puis sur la surface, d'apprendre à y vivre, à y travailler, pour préparer les expéditions plus lointaines vers Mars et d'autres destinations siècle prochain. Hein. Déjà Mars sur ce siècle-là, ça sera bien d'y parvenir. C'est encore techniquement un petit peu compliqué pour des équipages, mais la Lune, c'est faisable. Ça va se faire très vite. Effectivement, 2024, peut-être un petit peu plus tard. Et oui, cette aventure de l'humanité, c'est sa mixité, c'est sa diversité. Donc, Artemis sera bienvenue. Allez, ce sera quasiment ma dernière question. Dans une période où nos sociétés sont quand même dans des moments assez difficiles, avec beaucoup de sujets qui sont sensibles, est-ce que l'espace est définitivement l'avenir de l'homme ? Je ne sais pas si la question doit être posée comme ça. L'avenir de l'homme, il est dans sa nature, son environnement, mais son environnement, il est non seulement la surface de la planète Terre, il est aussi tout ce qui est autour. La Lune, c'est la banlieue de la Terre, ça fait partie de notre écosystème. Quand on va sur la Lune, ou quand on va vers Mars, potentiellement, c'est pas pour quitter la Terre. La Terre est notre planète, notre berceau et notre vaisseau. C'est le seul endroit où il y a la vie aujourd'hui. Alors, c'est sûr, protégé par une très mince couche d'atmosphère, avec des perturbations de cet environnement atmosphérique qui fait que le changement climatique est un défi considérable et qu'il nous faut trouver de nouvelles solutions. Aussi changer nos comportements, probablement, mais trouver de nouvelles solutions, on peut le faire aussi en allant se poser des questions, en prenant de la distance. Quand on va travailler sur des infrastructures sur la surface de la Lune, on va être obligé de penser à ressources finies, à bien gérer, parce qu'il n'y en aura pas beaucoup. On va être obligé de penser à économie circulaire et gestion des déchets. Pas de déchets, bien évidemment, sur la Lune. On va être obligé de penser à énergie et stockage de l'énergie. Tout ce qu'on va être obligé de faire dans cette évolution de notre humanité sont des choses qui vont aussi nous apporter de la créativité et des innovations pour résoudre nos problèmes terrestres. Donc, faut pas dissocier. C'est un continuum et ça se nourrit mutuellement. De la Lune à la Terre et de la Terre à la Lune. Merci. Claudie, la dernière question, notre question un peu signature dans Allons enfants. Qu'auriez-vous envie de dire, là, maintenant, à cette jeune Claudie, celle qui avait 12 ans, quand elle regardait les premiers pas de l'homme sur la Lune, si elle était là, maintenant, face à vous? Probablement de lui dire ose vivre ta vie et fais attention, prends soin de ceux qui t'entourent. Merci beaucoup, Claudie Aigneret, d'avoir participé à cette émission. C'était franchement un immense plaisir et j'espère que tous les enfants et les jeunes parents qui nous écoutent auront pris le même plaisir que moi aujourd'hui. Merci à vous. Merci. Et n'oubliez pas, allons enfants, à l'infini et au-delà. Allons enfants est un podcast Engel présenté par Romain Ballan. Abonnez-vous pour découvrir nos prochains épisodes. Production et réalisation, Raphaël Fruchard.
Ingénieur du son Thomas Gabriel. Coordination de production Alix Pénichon.